Donc, Jean-Pierre, tu as lu La Grève, tu as lu Ayn Rand, évidemment. Bah oui, mais oui. C'est la loi de l'histoire. Mais les rentes... Et donc je crois que c'est le Rearden Metal qui est inventé par un jeune entrepreneur. Et toute l'histoire, c'est que on va essayer de... Non pas d'ailleurs lui voler son invention. À la limite, on lui vole son invention. Bon... l'innovation et la croissance avancent quand même. Non, on va essayer de tuer son invention. Et donc, c'est toute l'histoire. Allez lire ça, c'est traduit en français, remarquablement traduit. Ça s'appelle La Grève, puisque les patrons vont se mettre à faire grève. Je referme la parenthèse. Mais c'est l'Amérique. J'ai mis Dérive des continents, Jean-Pierre, Amérique, Europe. Donc on a les chiffres qui sont tombés là, ils sont tout récents. Rythme économique américain en ce moment qui dépasse les 3%. Et stagnation de la zone euro sur les 2 dernières années, pratiquement. Zéro plus. Oui, voilà, stagnation. Bon, comment est-ce qu'on explique d'abord, comment est-ce que pour toi c'est une interrogation quasi technique? Comment est-ce qu'on a réussi à juguler l'inflation américaine sans créer de récession? A priori, ça paraissait impossible. Alors, non seulement on n'avait pas créé de récession, mais on a eu une croissance soutenue. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2023, on a 2,5, on avait eu 1,9 en 2022, donc à la louche, on a 2,2, 2,3. Et cette année, là, en 2024, on est bien parti pour faire plus de 2. Là, tu viens de mentionner le chiffre du 4e trimestre. C'est le chiffre du 4e trimestre en rythme annualisé. Donc voilà, rythme de croissance autour de 3% aujourd'hui. On est à 3,3. Pour être précis, il y a eu une contribution des stocks non négligeable, mais même la demande intérieure privée évolue de 2,6%. En rythme annualisé. La consommation de 2,8%. C'est tout à fait exceptionnel. Les chiffres qu'on a. Et là, actuellement, sur la base des chiffres actuels du T1, où on n'a pas grand-chose sur le T1, mais les anticipations qu'on avait à partir des indicateurs avancés de novembre-décembre, on est sur du 2. Donc, comment est-ce qu'on marie la contraction de politique monétaire, enfin la contraction de masse monétaire la plus importante de l'après-guerre, pratiquement, Jean-Pierre? Non, j'exagère, mais enfin bon. Volcker, ça avait été pire. Oui, Volcker, ça avait été pire, on va dire, de ces 30 dernières années, et cette croissance soutenue. A priori, ça ne marche pas, normalement, ça va pas ensemble. J'avais, la dernière fois ou l'avant-dernière fois, insisté sur un élément qu'on a tendance à négliger pour les États-Unis. Ce n'est pas seulement la demande, si tu veux, qui alimente la croissance, c'est également l'offre. Ouais. Et il y a 2 éléments dans l'offre, sur les dernières années, c'est que le taux d'activité des gens a progressé. Donc ce qu'on appelle le taux de participation, le taux d'emploi qui a beaucoup monté. Les histoires de grandes démissions, ça c'était du pipeau. Aux États-Unis en tout cas. Grande démission en France, oui, éventuellement, parce que c'est tellement... Bon, mais... Nous, on va se demander quand est-ce qu'on a travaillé, nous. Quand est-ce qu'on a bossé. Mais aux États-Unis, c'est niette. Et puis surtout, on va avoir un 3e bon chiffre, j'avais insisté la dernière fois, un 3e bon chiffre de productivité. Puisqu'on avait eu un très bon chiffre au 2e trimestre, au 3e trimestre, on a un 3e chiffre. Alors pourquoi je dis 3e chiffre consécutif? C'est important parce que les chiffres de productivité sur un mois, un trimestre ou 2, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand tu lisses un peu les choses, eh bien tu t'aperçois qu'il y a une augmentation de la capacité productive de l'économie américaine. Et la productivité, c'est très important pour plein de choses. Pour la croissance, évidemment, mais c'est très important pour l'inflation, je vais y revenir dans un instant, et c'est très important pour les marges des boîtes, évidemment, et donc pour la profitabilité, et donc sur la capacité d'investissement et d'emploi. Il n'y a pas de miracle, hein, voilà. Et donc, et sur l'inflation, évidemment, parce que quelle est la première source d'inflation par les coûts, si ce n'est, évidemment, les salaires? Plus tu as de productivité élevée pour des niveaux de salaire donnés, progression salariale donnée, plus les coûts unitaires du travail ont tendance à diminuer ou à décélérer. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et actuellement, d'ailleurs, on a un bon indicateur. D'ailleurs, c'est l'indicateur suivi par la Fed. Alors, je ne veux pas être trop technique, c'est la Core PCE. En fait, c'est le déflateur des dépenses de consommation dans la comptabilité nationale sous-jacente hors énergie alimentaire. Bon, je te laisse parler. Vas-y. Et donc ça, c'est important. Ça, il décélère très fortement. Ça veut dire ça veut dire que le combat contre l'inflation est gagné. On est à 2,9 si je me souviens bien sur le dernier chiffre. Mais si tu lises sur 3 mois, on est à 1,5. 1,5. Et sur 6 mois, si je me souviens bien, on doit être à 2, quelque chose comme ça. Mais tu vois, pour revenir sur cette histoire de productivité, c'est fondamental. Hein. Et tu peux effectivement augmenter les salaires puisque tu produis plus. Puisque chaque unité de production produit plus. Puisque chaque bonhomme produit plus. Ouais, absolument. Donc, en fait, tu ne génères pas de l'inflation supplémentaire. Non. Et la clé du progrès, ça reste toujours la productivité. Vraiment, le problème, c'est que tu as du mal à l'analyser quand tu fais de la conjoncture. Parce que quand tu fais de l'analyse conjoncturelle, tu fais du keynésianisme. Et donc, tu regardes la demande.
monde. Et tu as tendance à un peu négliger les phénomènes structurels. Alors on va le dire d'un mot d'ailleurs, hein, quand même. L'appareil statistique américain nous a habitués aussi à des révisions qui sont parfois spectaculaires. Oui. Donc là, c'est toute chose égale par ailleurs. On verra si effectivement il doit y avoir une révision de l'ensemble de ce qu'on est en train de dire. Mais enfin, la dynamique, elle est là de toute façon. Voilà. Et ça me rappelle tout à fait les années 96-97, au moment de la révolution Internet. Tu avais des chiffres de productivité qui semblaient accélérer. Et en général, il y avait, comme souvent, beaucoup de scepticisme à cet égard. Et en fait, on s'est aperçu que jusqu'en 2001, les gains de productivité ont progressé grâce à la révolution, enfin, pour la faire courte, grâce à la révolution Internet. Et ça a joué un grand rôle dans la prolongation du cycle et dans le dynamisme du cycle, notamment en fin de cycle. Et c'est pour ça... Attends, c'est super intéressant ce que tu dis sur la fin des années 90. Parce que la Maison-Blanche dit la croissance se fait à partir du milieu et de la base. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que... Alors, j'ai pas le graphe là, mais vous l'avez déjà vu si vous nous regardez régulièrement. Denis Ferrand de Rexecode était venu nous l'apporter sur l'investissement industriel américain, sur alors ce qui s'appelle en termes techniques formation brute de capital fixe. C'est l'investissement. C'est l'investissement productif. Les chiffres sont très spectaculaires. Et ce que dit la Maison-Blanche, c'est cette fois-ci, c'est pas de l'exubérance irrationnelle de marché financier qui nourrit la croissance, ce qui a pu être le cas dans les années 2000. Non, cette fois-ci, c'est une croissance saine et industrielle. C'est absolument. vrai, ça, Jean? Et là, absolument. Moi, j'avais déjà montré des graphiques, mais alors on me disait souvent que j'étais trop pessimiste, trop négatif sur l'Europe. Mais le différentiel d'effort d'investissement sur les 15 dernières années, depuis Lehman Brothers, il est monstrueux. Surtout pour une période de temps de paix, sans choc majeur, au moins. Monstrueux, et ça donne ce chiffre, alors, qui est là aussi la richesse produite par habitant. On dit souvent, il ne faut pas parler de ça, c'est un mauvais chiffre, machin. Peut-être, moi je vais en parler, non, je suis désolé. Peut-être, c'est un très bon chiffre. C'est un très bon chiffre. C'est déconnant. Le différentiel de richesse produite a été multiplié par 3 en 25 ans. Le différentiel, oui. Le différentiel. Chaque Américain produit à peu près 78 000 $, chaque Français 42 000 $. Oui, ça se voit très bien, hélas. On n'est pas loin du simple au double. Quand on va aux États-Unis, quelle que soit l'évolution du taux de change, ou si on se base sur un taux de change constant, autour de 1,10 par exemple, qui est plutôt le taux d'équilibre, on voit très bien que quand on se rend aux États-Unis, en tant que touriste ou en voyage professionnel, il y a une grande différence. Tu as plus de gens surtout sur les deux côtes. La côte Est et la côte Ouest, et les prix sont structurellement plus élevés. Tout ça va pas faciliter les affaires de ton ami Trump, mon cher Jean-Pierre. Parce que... c'est pas mon ami, mais... Je sais bien. Ça va commencer à se voir. Non, ça commence à se voir dans les dépenses de consommation. Un autre chiffre aussi assez sidérant quand même. L'année dernière, les ménages américains n'ont épargné que 3% de leurs revenus, quand les ménages européens épargnaient 15% de leurs revenus. Or, il y avait les mêmes angoisses macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique. Non, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Il y a beaucoup plus d'angoisse en Europe qu'aux États-Unis. Oui, structurelle. Mais en termes de conjoncture, on était à peu près dans le même état face à l'inflation, tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement, tu as raison, c'est le témoin structurellement de gens qui regardent l'avenir de manière différente. Ah, bien sûr, et c'est le cas des ménages, mais c'est le cas aussi des entreprises. Sauf qu'ils vont bien voir que Biden, ça marche. Alors d'abord mon ami, la solidarité des blonds a une limite. Voilà. Donc non, c'est pas que c'est un ami ou pas un ami de toute façon. Moi, ce que je condamne, c'est les réflexes systématiquement anti-Trump qu'on voit en Europe dans l'analyse des États-Unis ou dans l'analyse de la démocratie ou de la géopolitique mondiale. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Non, mais allons-y, dans l'analyse de la démocratie. D'abord, quoi quand même, Jean-Pierre, on est d'accord. D'abord, l'analyse de la démocratie, Trump est la résultante d'un déficit démocratique, d'une insuffisance démocratique, plus que l'inverse. C'est comme 100% d'accord. Le résultat des élections européennes au mois de juin prochain, ou les élections aux Pays-Bas récemment, ou le succès de l'AfD en Allemagne, qui est quand même... alors là, pour le coup, un petit peu plus préoccupant par certains côtés. Enfin bon, on reviendra là-dessus. D'ailleurs, Trump, j'ajoute que là, on entend les cris d'orfraie des économistes standards en Europe pour dire ça va être le désastre comme d'habitude. Oui, parce qu'il a donné quelques détails sur son programme économique, qui est en gros une taxation massive day one. Premier jour, taxation massive de l'ensemble des importations entrant aux États-Unis. Voilà. Alors bon, déjà on verra. Et puis ensuite, de toute façon, ce n'est pas le sujet. D'abord, par rapport à ce que tu disais avant sur l'effort d'investissement, je te dirais que la baisse d'impôts, notamment sur les sociétés aux États-Unis à partir de 2017, a eu un impact positif sur l'investissement productif jusqu'à Covid, évidemment, jusqu'au printemps 2020, aux États-Unis, et notamment dans la tech.
Voilà. Si tu vois les investissements en propriété intellectuelle, ça a beaucoup progressé. Et les gains de productivité auxquels je faisais allusion tout à l'heure, très récents, ils commençaient à réaccélérer à partir de 2017-2019, avant Covid. Donc on avait déjà un effet des mesures Trump, si je puis dire, sur l'offre américaine. Parce que ça marche bien aux États-Unis. Alors après, tu me dis, mais pourquoi ça... Alors en macro, pourquoi les États-Unis surperforment l'Europe? Bon, bah d'abord, sur le plan démographique, c'est un peu plus puissant. Les gains de productivité, même avant toutes ces histoires, ils en avaient plus. La tech américaine, évidemment, c'est pas seulement à la bourse. Je veux dire, c'est dans l'économie américaine, ça compte beaucoup plus. Sur l'énergie, les énergies fossiles, ils sont exportateurs nets. On est archi-importateurs nets. En plus, on s'est complètement planté sur le plan stratégique à cause de Merkel et puis de la naïveté, de notre immobilisme, de notre médiocrité, enfin la médiocrité politique. Quand je vois les discours moralistes qui viennent des élites politiques européennes, avec le désastre qu'on voit depuis 3 décennies, au moins 3 ou 4 décennies, les discours moralistes anti-Trump, quand on voit leurs résultats à eux, quand on voit qu'on célèbre Delors quand il est mort, je ne parle pas de l'homme, je parle de son œuvre, le marché unique et la monnaie unique, quand je vois qu'on tient un discours purement moraliste, vertueux, mais donc il a fallu attendre Covid et la guerre d'Ukraine pour qu'on se prenne en charge, qu'on arrête finalement de dépendre de la nounou américaine d'une certaine manière. Et en termes de défense, c'est pas encore le cas. Oui, en termes de défense, on ne sait même pas ce qui va se passer s'il n'y a pas de... Et en tout cas, tu sens pas une espèce d'élan d'investissement massif à tout prix, genre quoi qu'il en coûte, face aux menaces qui montent. Non, oui, il y a quelques petites initiatives. Voilà. Mais rien de comparable à ce que l'Amérique peut mobiliser quand il y a le Covid, par exemple. Boum, il faut un vaccin. Eh ben, on va mettre des milliards sur le vaccin. Et c'est de là que sort le vaccin. Voilà. Non, on reste totalement apathique, lent, complexe, et on n'a qu'une action de morale et de vertu. En lançant ça au monde, et la morale européenne, la vertu européenne, le monde n'en a que faire. Et d'ailleurs, il nous méprise, si je puis dire, encore plus par certains côtés. Et il y a une dépossession de l'action politique très forte en Europe. On parle des États-Unis, on parlait des États-Unis à l'instant, mais je veux dire, on est prisonnier de notre bureaucratie, des lobbies, des corporatismes, et l'Europe renforce ça. Et on le voit très bien, mais même si le sujet mériterait un examen plus approfondi sur la situation de l'agriculture. La situation de l'agriculture, c'est hallucinant quand les historiens du futur verront ce qu'on a fait en Europe sur 4 décennies. On est totalement prisonnier. C'est comme l'énergie en fait, Jean-Pierre. Absolument. On s'est désarmé, voilà. On s'est désarmé. L'abdication, c'est une abdication de souveraineté. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible parce que si le blé ne vient plus d'Europe, d'où va-t-il venir? Non, mais je le résume comme ça. Mais à un moment, si le premier producteur agricole du monde, le continent, ce qu'on représente en termes de continent européen, se met à produire moins, alors que, a priori, la population est en expansion et a besoin de produits agricoles, je comprends pas comment ils ont pu faire l'équation. Mais refermons la parenthèse, restons sur Trump. On s'est automutilé, si tu veux. On s'est automutilé. Restons sur Trump. On a refusé le concept de puissance, alors qu'il nous revient en pleine figure aujourd'hui, sur le plan alimentaire, sur le plan pharmaceutique, sur le plan sanitaire, et évidemment sur le plan technologique et militaire. C'est ça notre drame. Je réunis régulièrement, je le raconte d'ailleurs ici, un certain nombre de grands chefs d'entreprise, des grands patrons, le CAC 40, etc. Et on discute de la situation, et donc là c'était, les risques devant vous. Trump est pour eux le premier. Quasiment le premier. Il y a évidemment les risques classiques, cybersécurité, etc. Mais en termes de risques immédiats, conjoncturels, etc., tous redoutent l'élection de Trump, à des titres divers, et notamment parce qu'il va y avoir une colossale, disent-ils, poussée protectionniste. Toi, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. D'abord parce que c'est un discours que j'ai entendu déjà à longueur de temps. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Alors d'abord, avant de dire pourquoi je suis pas d'accord, qu'est-ce qui s'est passé entre son élection de novembre 2016 et mon premier mandat, donc qui s'est achevé en 2020? Est-ce qu'il y a la poussée protectionniste qu'on a vue déjà? C'était la première remise en cause assez globale, si je puis dire. Est-ce que ça a eu un impact négatif sur la croissance mondiale? Je suis désolé, non. Qu'est-ce que fait Biden depuis qu'il est élu sur le plan du protectionnisme contre la Chine? Eh bien, il fait exactement la même chose. Et d'ailleurs, sur le protectionnisme à l'encontre de l'Europe, à ma connaissance, il faudrait que je vérifie tout ce qu'il a fait, mais je ne crois pas qu'il ait remis en cause les actions protectionnistes que Trump avait mis en place. Qu'est-ce que fait la Commission européenne? C'est légère à l'égard de l'Europe, d'ailleurs.
Mais bien sûr. Et l'IRA, tu crois que Biden, l'IRA, c'est pas un acte de guerre économique? C'est ça. Je veux dire, on est totalement naïf. Alors la doxa européenne, c'est de dire, évidemment, comme le célèbre film de James Cameron en 79, Alien, tu vois, tu te rappelles, 79, c'est notre génération, Alien le retour. C'est-à-dire que dans le premier film, on voit le monstre à peine, on sait, il bouffe la quasi-totalité de l'équipage, mais enfin, on le voit pas trop, quoi. Mais par contre, Alien le retour, alors là, on le voit, alors là, il déglingue tout le monde, quoi. Voilà, c'est Alien le retour. C'est voilà, on a besoin. On comprend pas en fait. On comprend. Je crois qu'il n'y a pas de travail suffisant de réflexion parce que les élites intellectuelles, je crois, et les élites politiques portent une grande part de responsabilité. Regarde, oui, mais Jean-Pierre, laisse de côté les élites. Moi, non, mais les élites, elles sont là. Laisse de côté les élites. Ce dossier, comme toi, me passionne. Je lis tout ce qui passe. On a la chance de pouvoir lire dans le texte. Franchement, le gars est erratique. Part dans tous les sens. Mais tant mieux. Ces discours n'ont ni queue ni tête. Et donc, tu peux légitimement être un tout petit peu inquiet de voir ce gars-là, non seulement à la tête de la première puissance mondiale, mais avec le seul truc sur lequel tu es sûr, le seul truc dont tu es sûr, c'est l'envie de revanche. T'en sais rien, ça. Mais il le dit en long, en large, en travers. L'envie de revanche sur les politiques, sur les juges peut-être, mais l'envie de revanche, qu'est-ce qu'a fait l'Europe contre lui? Rien. Enfin, je veux dire, l'Europe ne compte pas pour lui, c'est trop complexe, c'est trop faible, l'Europe. Ça ne l'intéresse pas par certains côtés. C'est vrai qu'il n'en parle pas. Mais non, mais il n'en parle pas de l'Europe. L'Europe, il en parle comme il parle de l'OTAN. Voilà, ça l'intéresse. Il parle de l'Ukraine, il va régler la guerre en 48 heures, mais il ne parle de rien d'autre. C'est ça. Mais il ne s'intéresse pas. Mais moi, je ne veux pas jouer la provocation ici, mais on a besoin d'être secoué. Tu le dis toi-même, Covid, guerre d'Ukraine, les deux grands chocs majeurs qu'on a subis depuis 4 ans, ça a secoué l'Europe. Elle a quand même un peu réagi, Next Generation, les émissions de dette commune, etc. Mais ça ne suffit pas. On a besoin de régulateurs. Et les régulateurs ne marchent pas en Europe. Je te disais, le déficit démocratique, les normes bureaucratiques qui viennent de la Commission européenne. Alors, on n'a pas le droit... L'immigration n'est pas un sujet. L'immigration, déjà, au niveau européen, c'est pas régulé, ce n'est pas décidé. Et au niveau français, il y a le Conseil constitutionnel qui décide à notre place. Donc, en fait, fondamentalement, les gens Après, on s'étonne de voir la FD à 20% et la totalité de la droite profonde à 40% en France. Non mais c'est évident. C'est évident qu'il y a un ressenti de la population face à l'impuissance publique. Et donc Trump va nous obliger... Oui. Il nous a de la même manière que Poutine nous a obligés à nous ressaisir sur l'énergie, Trump va nous obliger à nous ressaisir sur d'autres éléments. La régulation trumpiste était quand même plus douce que la régulation Poutine. Oui, évidemment. Je signale que le ministre allemand de la Défense a quand même très publiquement dit que si jamais l'Ukraine perdait, Poutine s'attaquerait très certainement aux pays baltes, à la Moldavie au cours des prochaines années. Donc c'est un sujet qu'il va falloir traiter. Que je sache, Trump... ne souhaite pas nous faire la guerre ou quoi que ce soit. Il cherche simplement à nous responsabiliser. On a besoin de se responsabiliser. On est dans une maladie infantile. Je reprends un célèbre livre de Karl Marx. Une maladie infantile qui n'en finit pas, Stéphane. Excuse-moi de ce point de vue. Le message est passé. Et je crois que Trump nous a secoués. Et d'ailleurs, il a eu raison parce que finalement, après, finalement, on fait comme il l'a dit d'une certaine manière. Je te parlais de Thierry Breton et de la Commission européenne. 7 ans après Trump, on se mobilise face au mercantilisme chinois. Il était temps quand même. La prochaine fois, on parle de l'Argentine, Jean-Pierre. Oh pas de problème. Parce que là aussi, ça secoue aussi. Ça m'intéresse et alors je dois dire qu'on a beaucoup de mal. Parce que tu as raison, il y a une espèce de leçon de morale permanente qui nous entoure. Et donc, on a beaucoup de mal à avoir de l'information indépendante. Et je ne lis pas l'espagnol. Donc, je vais avoir besoin de toi. Voilà. Tu lis l'anglais, je pense. Oui, mais on parle de l'Argentine et de Milei, donc la prochaine fois. Absolument, avec plaisir. À bientôt.